Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extinction des mammifères géants. Mammouth, tigre à dents de sabre ou castor géant. Il y a 10 000 ans, la Terre était couverte de mammifères gigantesques pouvant peser plusieurs tonnes. D'où cette question, l'homme est-il responsable de leur disparition ? Pour y répondre, nous recevons Pierre-Olivier Antoine, paléontologue, professeur à l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier, spécialiste des grands mammifères du Cénozoïque et des populations mammaliennes d'Amérique latine. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Maxime. Tu es paléontologue, spécialiste des grands mammifères du Cénozoïque. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire et en quoi consiste ton travail ? Alors mon travail consiste à étudier les animaux, des mammifères en particulier, qui sont de grande taille par rapport à la moyenne des mammifères d'aujourd'hui, et qui ont vécu dans les 50 derniers millions d'années. C'est très long, c'est une période avec une grande exubérance de diversité de ces mammifères, et j'étudie leur évolution, leur relation de parenté, et l'évolution de leur répartition dans le monde. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à l'esprit, qui n'a pas passé la barrière des imaginaires. Mais entre l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années et aujourd'hui, il y a eu une période avec des mammifères géants. Est-ce que tu peux nous montrer, essayer de nous faire voir à quoi pouvait ressembler cette faune géante ? Quel type d'animaux on pouvait croiser entre il y a 65 millions d'années et aujourd'hui ? Alors ces mammifères de grande taille qui constituent la mégafaune et la gigafaune du passé, ils sont pour certains assez familiers puisqu'ils appartiennent à des groupes qui ont encore des représentants actuels. On a par exemple, il y a une trentaine de millions d'années, dans une période qui s'appelle l'Oligocène, des rhinocéros géants qui atteignaient 3 étages à peu près au niveau de leur tête et qui pesaient une vingtaine de tonnes. Ça c'est le baluchithère, c'est un rhinocéros géant d'Asie. Ensuite, on a des cousins des éléphants. Le groupe des éléphants, il a des représentants récents, fossiles et de grande taille comme les mammouths. Mais d'autres animaux de ce groupe-là étaient géants eux aussi, bien plus grands que les éléphants, comme les dinotères par exemple. C'est quoi les dinotères ? Alors les dinotères, c'est des cousins lointains des éléphants qui n'avaient que 2 défenses, comme les éléphants, mais non fichés dans le maxillaire, la mâchoire supérieure, mais dans la mandibule et recourbés vers le bas. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit à la limite des mastodontes, des éléphants, on imagine, avec les mammouths, on a ça en tête, mais il y a aussi des castors géants, y compris si on sort des mammifères, des crocodiles géants, des serpents géants, il y a vraiment des bêtes d'une taille démesurée. C'est des tailles qui dépassent l'entendement, parce que notre monde, c'est un monde d'organismes vivants. On est des êtres vivants qui ont autour d'eux d'autres êtres vivants, et on a un regard de biologiste, de fait, depuis l'enfance. Et notre référentiel, il est totalement faussé, parce que ce référentiel, il est limité à la biodiversité qu'on connaît aujourd'hui. Et cette biodiversité qu'on connaît aujourd'hui, c'est 0,01% au maximum de la biodiversité du passé, et en particulier de ces grandes bestioles qui ont vécu dans le passé. Alors, est-ce que tu peux prendre d'autres exemples de ces bestioles ? Alors, par exemple, des kangourous géants qui faisaient pratiquement 3 mètres de haut, des oiseaux géants dans les grandes îles d'Océanie notamment, qui pouvaient atteindre jusqu'à 4 mètres de haut, d'autres oiseaux géants, les marins, ceux-là, Pelagornis par exemple, des Pelagornithidae, qui avaient des fausses dents dans leur bec corné, mimé des dents, et ils faisaient jusqu'à 6 mètres 50 d'envergure, comme un deltaplane quasiment. Des mégalocéros, par exemple, des rennes géants ? Alors les rennes géants, les rennes des tourbières géants qui ont côtoyé les humains, on en reparlera, il y a quelques dizaines de milliers d'années, ils se sont éteints il y a très très peu de temps, à l'échelle des temps géologiques, 7000 ans ou 8000 ans. Et si on plonge aussi dans les océans, pareil, on sort un peu de ta spécialité des mammifères, mais il y avait aussi des requins géants, des baleines géantes qui sont bien supérieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de taille. Des requins de la taille d'un bus, Otodus mégalodon, ou des cachalots géants, un cachalot gigantesque qui s'appelait Léviathan, Melvillei, il est dédié à Melville, Herman Melville, et cet animal-là était un des prédateurs d'autres baleines, d'autres cétacés, tellement il était gros. Pour vous donner une idée, chacune de ses dents faisait la taille d'une bouteille d'eau minérale d'1,5 litre.
chacune des dents. C'est les plus grandes dents du monde animal de tous les temps, largement au-delà du T-Rex et d'autres dinosaures carnivores de sinistre mémoire. Alors, l'extinction de cette faune géante est très forte depuis quelques dizaines de milliers d'années, ce qu'on appelle l'extinction du quaternaire. Quand est-ce qu'elle a lieu exactement? Dans quelle proportion la mégafaune, ou toi ce que tu appelles la gigafaune, disparaît? Et quels sont les principaux facteurs en fait, qui font que cette gigafaune va disparaître? Alors, pour recontextualiser, on parle de mégafaune pour les mammifères, c'est arbitraire, hein, pour les mammifères qui pèsent, ou les vertébrés en général, qui pèsent plus de 45 kg. Tout simplement parce que ça correspond à 50 livres dans le système britannique. Et ces animaux-là sont supposés avoir un rôle fonctionnel particulier dans l'écosystème. On en reparlera, ce sont des organismes clés de voûte la plupart du temps. Ils sont moins abondants, moins diversifiés que les organismes de plus petite taille, mais ils ont un rôle direct sur leur environnement. Ces animaux-là, quand ils sont beaucoup plus gros encore, comme les herbivores de plus d'une tonne, on les appelle les méga-herbivores. Et c'est pour qualifier ces animaux de très très grande taille que j'ai inventé le terme, c'est un néologisme, de gigafaune, parce que ça me semblait beaucoup plus représentatif encore de ce gigantisme. Ces animaux-là, ils ont vécu, ils ont disparu, ils ont été remplacés par d'autres très gros, jusqu'à cette période qu'on appelle le quaternaire, et pendant laquelle ils ont dû côtoyer un nouvel arrivant qui s'appelle l'homme. Nous, on est encore là, eux n'y sont plus, et donc on a très souvent tendance à considérer qu'il y a eu une lutte, ou une lutte d'influence, ou qu'on a chassé ces animaux-là. Ces animaux-là, ils se sont éteints de manière brutale dans certaines conditions, dans certaines îles, dans certains continents, beaucoup plus graduellement dans d'autres, et encore dans d'autres, comme en Afrique par exemple, où l'homme est présent depuis plus de 2 millions d'années, cette mégafaune ne s'est pas éteinte. Donc, en fait, la réponse, il est très difficile d'avoir une réponse binaire à cette question. C'est très très variable selon les circonstances, les lieux et les périodes. Alors justement, moi j'ai lu pas mal d'études sur le sujet et il y a un grand débat qu'animent les scientifiques pour savoir si est-ce que c'est des facteurs climatiques qui ont fait que cette gigafaune a disparu, ou est-ce que c'est l'arrivée de l'homme. On voit une concomitance entre l'arrivée des hommes en Australie par exemple et en Amérique du Nord et ce déclin des mammifères. Donc qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a deux camps scientifiques qui s'opposent, ou est-ce que c'est une partie de facteurs climatiques et une partie de facteurs anthropiques? Alors, pour répondre le plus simplement possible, les deux ont agi. Le facteur climatique, c'est l'élément qui est sous-jacent et permanent, parce que le climat existe et les changements climatiques existent avant l'apparition de l'homme comme élément perturbateur de la faune et de la biodiversité en général. Et l'homme apparaît comme un nouvel élément perturbateur dont l'influence va se superposer à celle des changements climatiques. Et évidemment, l'arrivée d'un nouvel élément perturbateur, ce qu'on appelle en biologie les causes néfastes, quand on en ajoute une, forcément ça va avoir des conséquences sur la démographie, les effectifs de tout un tas d'espèces qui étaient jusqu'alors en plus ou moins en équilibre avec leur milieu de vie. Et on le sait bien, la démographie humaine, elle est galopante aujourd'hui, elle est exponentielle. Et c'est la raison pour laquelle l'influence de l'homme aujourd'hui, elle est considérable, au-delà même du changement climatique lui-même, largement causé pour les 2 derniers siècles en tout cas par les activités humaines et cet emballement de la démographie humaine. Mais auparavant, le rôle était, si on recule dans le temps, le rôle de l'homme est de moins en moins flagrant, voire complètement minime. Je parlais tout à l'heure du rôle de l'homme qui était présent en Afrique dans les 2 derniers millions d'années. C'est là qu'il y avait les plus grandes densités d'humains et la mégafaune n'a pas du tout disparu. Il n'y a pratiquement aucune espèce qui disparaisse pendant le Pléistocène ou à la fin du Pléistocène en Afrique. Est-ce que la sortie des hommes d'Afrique, du coup, vers 80 000 ans, si je ne dis pas de bêtises, d'abord en Eurasie, va avoir une incidence sur la mégafaune eurasiatique? Alors, la sortie de l'homme il y a 80 000 ans, c'est Homo sapiens.
Mais l'homme, en tant que genre, ça fait très longtemps qu'il est sorti d'Afrique. Il sort d'Afrique il y a à peu près 1,8 million d'années. C'est les Homo erectus, les hommes érigés, les hommes debout, ou Homo ergaster. On va les appeler de différents noms. Homo erectus en Asie, Homo georgicus en Géorgie dans le Caucase, mais c'est les mêmes. Ceux-là, ils sortent. Et il n'y a pas de... C'est des humains, ils sortent d'Afrique, ils vont gagner toute leur Asie quasiment instantanément. Il n'y a pas beaucoup d'incidence sur la mégafaune. C'est des chasseurs déjà, mais pas beaucoup d'incidence. Et ensuite, il y a 3 ou 4 vagues successives avec des espèces qui vont s'entremêler. On connaît bien évidemment l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, c'est à partir de 350 000 ans. Il s'éteint il y a 35 000 ans en Europe. On a l'homme de Denisova, autour de 100 000 ans en Asie. Toutes ces espèces-là, elles existent. Et on n'a pas de pulsation d'extinction. Donc c'est essentiellement l'homme moderne, notre espèce, qui est sur la sellette pour avoir causé ces disparitions-là. Et là encore, il y a énormément de contrastes entre les régions. Alors l'arrivée de Sapiens au Sahul, c'est-à-dire le continent qui représente, en gros pour schématiser l'Océanie, là il va avoir un impact quand même sur la faune endémique de ces régions-là. On le sait aujourd'hui ? Alors cette faune, elle est très particulière puisqu'elle est, comme tu le disais, endémique. Cette faune, elle est isolée, que ce soit en Australie, que ce soit en Papouasie, que ce soit en Nouvelle-Zélande. Ce sont des formes qui sont insulaires, donc des îles. Elles ont été isolées et de ce fait, l'évolution s'est produite en huis clos. Donc on a des faunes qui sont extrêmement appauvries en prédateurs naturels. Donc on a des équilibres écologiques qui sont tout à fait différents de ce qui se passe sur les continents, ou en tout cas sur les masses continentales comme l'Afrique, l'Eurasie ou l'Amérique du Nord. Et concomitamment à l'arrivée de l'homme, effectivement, on a pas mal d'extinctions, et ces extinctions, elles ont l'air de toucher préférentiellement des formes de grande taille, la mégafaune. Donc pour replacer dans la chronologie, c'est aux alentours de 60 000 ans, 70 000 ans. Mais là où ça devient un peu compliqué, c'est qu'à cette époque-là, c'est l'entrée en glaciation. C'est l'entrée dans la dernière glaciation, de plein fouet. Et c'est à cause de cette glaciation que le niveau global de l'océan va baisser, puisque la glace va être mobilisée ailleurs, dans les glaciers, dans les montagnes. Le niveau de l'océan baissant, il rend plus facile la dispersion, quasiment à pied ferme, à pied sec, depuis une masse vers une autre. Et cette autre masse pouvant être historiquement une île. En Indonésie notamment. L'Indonésie et l'archipel indonésien est pratiquement intégralement rattaché au continent. Et c'est cet événement-là, climatique, qui provoque la dispersion de l'homme. Ces hommes se dispersent jusqu'en Australie, et là on va avoir des vagues d'extinction de la mégafaune qui vont couvrir entre 60 000 ans et les 15 derniers milliers d'années, on va dire. Avec, là encore, probablement un rôle croissant de l'homme dans ces extinctions. On sait qu'il y a eu des contacts. On sait que ces animaux-là ont été la proie des humains. Mais de là à pouvoir statuer de manière ferme que c'est l'homme qui est à l'origine de l'extermination, ce que les Anglais appellent l'extirpation maintenant, de ces animaux, c'est assez difficile de l'imaginer. Est-ce que tu peux prendre dans le cas australien des exemples ? Alors, on a des exemples, il y a à peu près 50 000 ans, on a une diversité colossale de kangourous géants. Et on a également des grands wombats. Les wombats, ils existent encore aujourd'hui, c'est des animaux rigolos, ils ont la poche à l'envers, parce qu'ils sont fouisseurs, et donc c'est un bon moyen pour ne pas ensevelir le petit dans sa propre poche. Ils font des caca cubiques aussi, c'est assez rigolo quand on en parle en cours. Ces animaux-là, ils font quelques kilos, une quinzaine de kilos. Dans le passé, les wombats, des cousins des wombats, qui s'appelaient diprotodons, ont atteint 2 tonnes. Donc c'est gros, très très gros. C'est absolument inimaginable à l'échelle actuelle. Ces animaux-là ont connu par période des vagues d'extinction. Il y a 50 000 ans, il y a 40 000 ans. Et il y a 30 000 ans, on n'en connaît pratiquement plus. Ça veut dire du coup que les humains
chassaient cette mégafaune, c'est ça qui a participé. Est-ce que ça a pu être le coup de grâce, ou est-ce que les humains changeaient, dégradaient les habitats? Qu'est-ce qui fait que l'arrivée des hommes a pu être le coup de grâce de cette mégafaune? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est cette population humaine qui est très très faible en termes d'effectifs. On a peu d'humains, probablement des groupes qui ne sont pas encore sédentaires et qui sont nomades et qui vont suivre leur proie, comme ils l'ont pratiquement toujours fait, avant la sédentarisation qui est un phénomène extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité. Ces humains, très peu nombreux, ils vivent très probablement dans le pourtour des continents, y compris de l'Australie. Parce que c'est des aventuriers, mais quand même, on est quand même vachement plus à l'aise près de la côte où on peut exploiter d'autres ressources également. On peut se disperser plus facilement que dans la savane ou dans la forêt. Et ces hommes, ils sont armés de bâtons. En Australie, ils n'ont probablement pas beaucoup d'outillage lithique. Mais en tout cas, on est loin de l'arsenal dont les hommes modernes de ces derniers siècles disposent et qui ont multiplié l'aspect létal de n'importe quelle intervention humaine. À l'époque, donc, ils sont peu nombreux, peu outillés. Donc, comment on peut imaginer qu'ils aient pu faire autant de dégâts? Probablement, indirectement et même peut-être involontairement, on pense que c'est par l'intermédiaire d'incendies, notamment des incendies qui ne sont pas des brûlis pour la culture, mais qui sont des incendies pour acculer les proies. En gros, on a un groupe d'humains, ce groupe d'humains va essayer d'avoir de quoi manger, de la viande à manger le soir, alors ils allument un feu et ils essaient d'acculer un wombat géant. Sauf qu'ils maîtrisent le feu, mais c'est pas des pompiers. Et ça peut avoir un effet sur une savane qui est déjà extrêmement sèche, parce que le climat s'est asséché. Si on met le feu volontairement dans la savane, ça va partir en flammes et on l'a vu récemment en Australie notamment, avec les incendies géants qui ont littéralement décimé la faune, pas que la mégafaune pour le coup. L'arrivée de l'homme, il va se faire encore plus tardivement en Amérique du Nord et a fortiori en Amérique du Sud, vers 15 000 ans avant notre ère, si je ne dis pas de bêtises. Là, c'est pareil, il y a une controverse scientifique. On voit la même concomitance entre l'arrivée des hommes et le déclin de la gigafaune. Est-ce qu'on peut en tirer la conclusion que c'est l'homme qui va déstabiliser ou achever cette mégafaune qui était déjà très affaiblie par des changements climatiques dus à la déglaciation? Alors, cette hypothèse de concomitance et même de causalité pure et simple entre l'arrivée de l'homme en Amérique du Nord et l'extinction de la mégafaune préexistante en Amérique du Nord, elle est liée à une chronologie qui était établie dans les années 80. Et c'est ce qui a donné lieu à l'hypothèse ça s'appelle l'overkill. La théorie overkill. Overkill, c'est la surchasse, la mortalité trop grande de ses proies. Et effectivement, elles ne peuvent pas maintenir leurs effectifs et les espèces correspondantes vont disparaître. C'est un petit peu battu en brèche par les découvertes de cette dernière décennie, non pas sur la chronologie de l'extinction et la concomitance de la présence de ces humains, des Amérindiens, qui deviennent des Amérindiens, et de la mégafaune. Là où on a des changements assez nets, c'est qu'on est en train de se rendre compte de ce que l'arrivée de l'homme est beaucoup plus précoce en Amérique du Nord. On a maintenant pas mal de datations aux alentours de 20 000 ans en Amérique du Nord, et une foule de nouvelles datations en Amérique du Sud, aux alentours de 30 000, 25 000. Or, les humains d'Amérique du Sud, ils sont originaires d'Amérique du Nord, et les humains, les natifs d'Amérique du Nord, sont originaires d'Asie. Donc on sait qu'ils sont passés par l'Amérique du Nord avant d'arriver à l'Amérique du Sud. Ils sont passés, juste pour clarifier, par le détroit de Panama, et avant ça, Amérique du Nord, et avant ça, l'isthme de Bering, qui est aujourd'hui ennoyé et qu'on appelle le détroit de Bering.
À l'époque, le niveau marin était plus bas, donc les hommes ont pu passer... Niveau marin plus bas et surtout en glacé. Donc les hommes ont pu passer dans le Grand Nord. Et surtout, comme je le disais pour l'Australie, ces hommes ont très probablement beaucoup caboté, ou en tout cas, ils se sont dispersés en utilisant les côtes. Mais les côtes de l'époque. Il ne faut pas oublier que les côtes de l'époque, elles sont 90 à 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui, à cause de la glaciation. C'est le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans. Les côtes sont beaucoup plus bas. Si on imagine des humains qui se dispersent sur les côtes, ils se dispersent parfois à 200 km sous la mer, dans une zone qui est aujourd'hui sous la mer. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à ces zones-là ? On a peu accès, et chaque fois qu'on y accède ou qu'on va prospecter dans ces zones-là, ça a été le cas à Taïwan récemment, c'est le cas dans les îles du côté de Terre-Neuve, dans le Grand Nord canadien, on trouve des restes il y a 20 000 ans, il y a 22 000 ans, il y a 23 000 ans. Donc on est probablement en train de changer complètement le paradigme de l'arrivée des humains en Amérique du Nord, ce qui a pour conséquence indirecte de minimiser l'aspect brutal et brusque de la disparition de la mégafaune, puisque ce n'est pas en quelques milliers d'années que l'homme aurait fait disparaître la mégafaune, mais en 15 ou 20 000 ans, où ces deux entités se sont côtoyées sans qu'il y ait d'extinction brutale, justement. Donc, c'est probablement un peu plus compliqué que cela. Alors, à partir de moins 11 000 ans, on parle de l'Holocène, qui est la période géologique actuelle, si on met de côté le facteur anthropique et l'Anthropocène. Dans ces 10 derniers milliers d'années, c'est tout près, l'homme a côtoyé cette mégafaune. Est-ce que tu peux prendre des exemples d'animaux géants que l'homme a côtoyés dans l'époque assez récente ? Alors cette époque Holocène, c'est l'époque complètement récente, c'est l'époque à laquelle on appartient encore, et elle est marquée, sur les 12 derniers milliers d'années, par un réchauffement très très fort du climat. Ce réchauffement, il a commencé il y a 18 ou 19 000 ans, c'est la fin du dernier maximum glaciaire, et depuis, la température n'a fait qu'augmenter, de manière plus ou moins régulière, avec quelques pulsations, comme par exemple au Moyen-Âge, le petit âge glaciaire, qui a conduit entre 1400 et 1850 l'Europe à la famine, par exemple. Juste, on va faire un aparté là-dessus pour pas qu'on pense... C'est des facteurs astronomiques qui font qu'en gros, on a gagné 6 degrés sur une période de 10 000 ans à peu près. Pour pas qu'il y ait de confusion entre les facteurs astronomiques et le réchauffement tropique aujourd'hui qu'on connaît. C'est exactement ça. En fait, on a gagné à peu près entre 6 et 8 degrés, mais là encore à l'échelle globale. Donc on peut faire une moyenne globale où la température a augmenté, si on fait la moyenne de tout, de l'ordre de 6 à 8 degrés. Ça, c'est une chose. Là encore, il faut de la nuance, ajouter de la nuance avec les différences qu'on peut constater au niveau de l'équateur, qui sont minimes, de l'ordre du degré, de la paire de degrés. Entre une période glaciaire et une période interglaciaire, on a 1 à 2 degrés d'amplitude thermique au niveau de l'équateur. Mais on peut avoir 30 à 40 degrés d'amplitude thermique au niveau des pôles. Et avec un continuum sur toutes les latitudes entre 0 et 90 degrés. Et aux latitudes moyennes, c'est là qu'on a la plus grande influence de ces changements climatiques, parce que ce sont des endroits dans lesquels il y a une diversité très développée, une grande biodiversité. Au niveau des pôles, la biodiversité elle est bien plus réduite. Et donc c'est ces zones-là qui sont très sensibles. Et comme elles sont pleines de biodiversité, c'est les zones que les hommes vont préférentiellement coloniser, bien évidemment. On a perdu le fil. Et donc, quel type de gigafaune l'homme a-t-il côtoyé dans cette période de l'Holocène ? Alors sur l'Holocène, l'homme a pu côtoyer de nombreux représentants des groupes qu'on connaît encore aujourd'hui, des éléphants, qui sont encore là, pour combien de temps on ne sait pas trop, les rhinocéros, les mêmes. Ils ont côtoyé dans les mers de très très nombreux cétacés et aussi des vaches marines, des grandes formes, comme la rhytine de Steller. Cette rhytine de Steller, c'est un sirénien, donc c'est un cousin des lamantins et des dugongs aujourd'hui. C'est le lointain cousin des éléphants. Même s'ils sont marins,
leur évolution est absolument évidente, c'est les cousins des éléphants. Ces rétines de stellaires, elles faisaient jusqu'à 8 mètres de long et 10 tonnes. Donc c'est vraiment une énorme source de protéines pour les pêcheurs de l'époque. Ces animaux-là étaient marins et ils vivaient juste dans une toute petite région, on dit qu'ils étaient endémiques, des îles du Commandeur, juste à côté du détroit de Bering, donc dans les eaux glaciales arctiques. On pense que les effectifs totaux de cette espèce étaient de l'ordre de 2000 individus. Ils ont été découverts par les Occidentaux en 1741, décrits dans l'intervalle, donc 1741, et l'espèce s'est éteinte en 1768. C'est une espèce de record, 27 ans entre la description et l'extinction de l'espèce. Donc c'est la première extinction de masse, avec celle des dodos notamment, ces cousins des pigeons qui vivaient à l'île Maurice. Toujours dans les oiseaux qui ont côtoyé les humains, on a les oiseaux, les très très grands oiseaux de Madagascar et d'autres îles, en Nouvelle-Calédonie notamment, des oiseaux terrestres, aptères ou quasiment, donc qui étaient incapables de voler, et qui ont été décimés par les humains pendant cette période Holocène. Ça, ce que tu décris, c'est le phénomène insulaire, c'est-à-dire que, à la limite, sur les continents, on a du mal à jauger vraiment le facteur anthropique sur l'extinction des espèces. En revanche, c'est très clair dès qu'il s'agit d'îles, y compris de grandes îles comme Madagascar, comme la Nouvelle-Zélande, comme la Tasmanie, comme les îles arctiques. C'est quand l'homme arrive sur les îles, il a décimé des populations entières ou des espèces entières. L'homme est à l'origine de pratiquement toutes les extinctions de mégafaune dans les îles du monde entier, et y compris en plusieurs phases. On va avoir une première installation, par exemple, en Polynésie ou en Océanie, il y a quelques milliers d'années, dans certaines îles, avec une première vague d'extinction et d'extermination. Madagascar, on a une première vague d'extinction aussi, et ensuite on a les colons européens qui arrivent. Et là c'est la bérésina, là il n'y a plus rien qui résiste. Parfois y compris les autochtones humains. Est-ce que tu peux prendre des exemples, par exemple, de ces deux phases, d'abord des premiers hommes, puis l'arrivée des Occidentaux, pour voir les échelles, le type d'animaux qui ont été tués? Alors on va par exemple avoir le dodo. Le dodo, il s'est éteint. C'était un pigeon gigantesque, donc d'une 20aine de kilos à peu près. Cet animal-là, qui n'avait pas de prédateur naturel, quand les colons sont arrivés, ils l'ont exterminé, là encore en quelques dizaines d'années. Et si on revient, il y a un des animaux emblématiques, c'est le mammouth. Est-ce que sa disparition est liée aussi à des facteurs climatiques? Est-ce qu'on sait pourquoi il a disparu? Alors les mammouths, ce dont tu parles, c'est les mammouths laineux, Mammuthus primigenius. Cette espèce-là, c'est la dernière espèce de ce genre-là qui existait depuis 4 à 5 millions d'années, qui va disparaître. Elle ne va pas disparaître partout à la même époque. La plupart des disparitions vont intervenir il y a 12 ou 13 000 ans. Tiens, c'est le moment que nous choisissons pour faire le découpage des temps géologiques entre le Pléistocène, marqué par des cycles glaciaires et interglaciaires, et l'Holocène, qui est le réchauffement lié à la dernière déglaciation. Donc c'est juste à ce moment-là. Et c'est un animal qui était adapté à l'environnement glaciaire, à un climat glaciaire de steppe. Ces animaux disparaissent pratiquement dans toute l'Eurasie il y a 12 ou 13 000 ans, d'Amérique du Nord aussi, et ils vont se réfugier peu à peu, dans les millénaires qui suivent, dans des zones et des latitudes de plus en plus septentrionales, jusqu'à se restreindre à des tout petits îlots, un archipel au nord de la Russie, dans le cercle glacial arctique, où ils survivent jusqu'à il y a 4000 ans. Ces derniers mammouths, ils sont plus récents que certaines des dynasties en Égypte. Donc c'est des animaux qui sont contemporains finalement. Et c'est vraiment des animaux tout récents. Or pour nous, le mammouth c'est vraiment l'emblème de la forme préhistorique. Et donc ça il faut vraiment se rendre compte de ce que l'extinction d'une espèce, ça veut dire qu'on n'a plus aucun individu nulle part sur Terre, ni dans les mers, quand il s'agit d'une espèce marine. Ça prend du temps.
même quand on a les plus mauvaises intentions qui soient, c'est-à-dire qu'on voit cet animal-là juste comme un garde-manger sur pattes. En Europe, c'est pareil, il y avait des ours des cavernes, il y avait des lions des cavernes, il y avait des hyènes, il y avait des rennes, il y avait des élans. L'Europe, c'était aussi une région très riche en termes de biodiversité. Là encore, c'est le changement climatique, c'est cette déglaciation qui va accélérer cette disparition, où l'homme a joué un rôle. Là, la déglaciation est manifeste. En gros, les rennes, ils n'ont pas disparu. Ils ont disparu localement d'Europe. Effectivement, il y en avait jusque en Ibérie, en Espagne, au Portugal ou dans le Languedoc, de ces rennes. Et au fur et à mesure du réchauffement climatique, et c'est une règle générale pour les organismes qui peuvent le faire, la règle générale, c'est move or adapt. La première réponse d'un organisme quand son environnement change ou que ça sent le roussi, c'est de bouger. S'il ne bouge pas assez vite, ou si ce n'est pas suffisant, alors seulement des mécanismes génétiques vont se mettre en branle et on va avoir des modifications, une adaptation. Encore faut-il qu'ils puissent le faire, et en particulier pour des animaux de grande taille, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, en l'occurrence, avec un changement climatique qui est très très marqué et une population humaine qui commence à être bien implantée et probablement dotée d'une meilleure technologie pour les saguer ou de meilleures techniques de chasse pour acculer les animaux. Là, le rôle humain, il est manifeste dans les dernières extinctions. Pour les ours des cavernes, par exemple, il ne faut pas oublier que les hommes vivaient beaucoup dans les cavernes. Donc, au-delà de la relation binaire proie-prédateur, on a une relation de compétition, et notamment une compétition pour l'habitat. Les ours ne devaient pas être spécialement sympas, les hommes pas très sympas avec les ours non plus, mais c'est les hommes qui avaient des saguets. Donc effectivement, pour les ours ou les lions des cavernes qui ont été très largement dessinés, peints dans l'art rupestre européen, très probablement l'homme a joué un rôle considérable. Ça, on parle d'époques relativement récentes. Est-ce qu'on a une idée des démographies de ce type d'animaux? Parce qu'on a l'impression que c'est des animaux qui sont assez rares. Je pense notamment à l'ours des cavernes, c'est pas le cas. En Europe, il y en avait énormément. Alors, les ours des cavernes, il y a une grotte qui s'appelle la grotte d'Alden, dans l'Hérault, dans pas loin de Montpellier. Dans cette grotte, on a des restes de plusieurs milliers d'individus d'ours des cavernes. Plusieurs milliers d'individus. C'est la même chose pour les tigres à dents de sabre du gisement de la Brea dans Los Angeles. Ces gisements de goudron dans lesquels des milliers et des milliers et des milliers d'animaux se sont embourbés puis noyés dans le bitume naturel. En fait, on a des effectifs colossaux. C'est des hordes et des hordes et des hordes d'animaux qui ont vécu dans les environs pendant des milliers d'années. Et là, l'extinction, elle est très marquée. Pour vous donner une idée, il y a plus de restes d'ours des cavernes dans les collections des musées de France que d'individus d'ours aujourd'hui dans le monde, probablement. Et ça, c'était il y a combien de temps, les ours des cavernes? Les ours des cavernes, ils se sont éteints il y a 10 ou 12 000 ans, comme les autres éléments de la faune. Là, pour ce qui est des prédateurs, autant les lions des cavernes, les panthères ou les ours, ces animaux-là, ils se sont éteints aussi parce qu'une partie de leurs proies, soit se sont éteintes, soit ont bougé, se sont déplacées. Et les prédateurs, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, mais ils sont d'autant plus vulnérables parce qu'ils sont le dernier maillon d'une chaîne qui, si elle se brise, à quelques maillons que ce soit, va empêcher tous les derniers maillons de se développer. Et donc ces animaux-là, à partir du moment où les rennes vont ailleurs, où les autres herbivores peuvent se raréfier puisque leur biotope change, leur milieu change, ils vont connaître une baisse de leur effectif. Et l'homme, qui est toujours dans les parages, peut jouer le rôle d'exterminateur, un peu comme pour les groupes ou les hordes de loups dans les derniers siècles. Du coup, si je schématise,
le facteur principal, d'après ce que tu dis, c'est surtout des modifications climatiques jusqu'en gros l'entrée dans l'Holocène. À partir du moment où on entre dans l'Holocène, il y a une dizaine de milliers d'années, là, la population humaine, pour le coup, croît rapidement, de plus en plus rapidement. Et là, il va y avoir un facteur prégnant de l'homme sur la disparition des animaux. Dans les archives, quand on regarde par exemple les peintures en Inde, on voit des milliers et des milliers de tigres. Quand on regarde les mosaïques romaines, on voit qu'ils pêchaient avec des harpons directement dans la mer. Il y a aussi, à partir de l'Holocène, il y avait une biodiversité très nombreuse. Et ces populations-là, on a commencé à les décimer à partir de ces années-là. Alors on peut même, j'irais même plus loin, c'est que sur les fresques romaines et dans les céramiques grecques, on voit des lions. C'est-à-dire qu'il y avait des lions en Europe. Il y avait des lions en Europe, il y avait des panthères en Europe aussi. Et là, on a d'autres aspects qui entrent en ligne de compte, qui sont des aspects de compétiteurs. Donc on a des prédateurs qui sont des compétiteurs parce qu'ils vont manger de la nourriture que nous, humains, voudrions bien manger. Donc on tue les prédateurs avec lesquels on est en compétition. On a plus facilement accès à la viande. Mais on a aussi tout un tas d'éléments qui sont beaucoup plus irrationnels, comme la peur du loup, la peur de l'ours, et qui fait qu'on va, sans aucune raison, en tant qu'humain, maintenant qu'on a la technologie pour le faire, exterminer juste pour contrecarrer notre peur ancestrale de ces animaux-là qui font pas grand-chose, en tout cas pas aux effectifs humains. Ça, on sait, on a exterminé en Europe les loups, les ours, les panthères, ça on le sait? Oui, on le sait. On l'a fait avec les ours, on l'a fait avec les loups, on l'a fait avec les grues, on l'a fait avec les cigognes, on l'a fait avec les grandes aigrettes. Les grandes aigrettes, on les voit enfin revenir maintenant dans nos contrées parce qu'elles ne sont plus tirées à vue. Donc tout ça, oui, on le sait. Et on sait à peu près pour toutes les espèces que tu as citées, dans quelles années ça s'est déroulé? C'est variable, c'est dans les derniers millénaires. Où on va avoir une anthropisation des milieux aussi très très marquée. Donc cette population humaine qui augmente de manière exponentielle et qui va, avec la sédentarisation, conduire à un autre phénomène qui est le fractionnement des habitats naturels. Ça, c'est un autre phénomène induit qui va avoir un rôle considérable sur la disparition, en tout cas la raréfaction de ces faunes-là. Notamment le roc, par exemple, les vrais aurochs, qui ont disparu à la fin de la Renaissance, on dira. Est-ce que tu peux justement parler de l'auroch, parce que c'est un animal qui est important, qui est assez méconnu. L'auroch, c'est l'ancêtre de la vache. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'était un animal qui était sauvage jusque dans le XVIIe siècle? C'est un animal sauvage qui était plutôt forestier et qu'on retrouvait de manière assez sporadique dans les milieux. Et à partir du moment où la vache a été domestiquée, où la forêt a perdu de sa superficie pour être remplacée par des cultures, si on chasse d'un côté les aurochs parce qu'ils sont faciles à chasser, et si en même temps leur milieu est réduit en termes de surface, il est bien évident que leur démographie va être assez catastrophique. Et comme ce sont de grands animaux, des animaux qui ont besoin d'une période longue pour atteindre la maturité sexuelle, qui ont un temps de gestation long, qui n'ont qu'un petit par portée, cette façon de passer de génération à génération, et donc finalement d'avoir sa population qui stagne ou qui se développe et finalement d'évoluer, ces populations, ces espèces-là ne vont pas pouvoir répondre du point de vue adaptatif à des modifications drastiques de leur effectif. Là, ce dont tu parles, c'est les stratégies d'adaptation entre les grands animaux c'est la fameuse stratégie K et la stratégie R. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et ce qui condamne en quelque sorte les grands animaux dans les périodes où il y a des changements d'environnement brutaux? Alors, du point de vue évolutif ou adaptatif, on fait la différence entre deux stratégies
totalement différentes. Alors il faut bien comprendre que ces stratégies ne sont pas conscientes. Ce n'est pas des animaux qui choisissent, qui disent aujourd'hui je serai stratège R ou K. Stratège R, petit r, ce sont des organismes qui ont une descendance extrêmement prolifique, avec une durée de vie courte, des temps de gestation très courts, un nombre de petits par portée extrêmement élevé, on va dire par exemple les souris ou les lapins, et qui vont conduire éventuellement à une multiplication géométrique de leur effectif. C'est ce qui est arrivé avec les lapins en Australie, qui ont été introduits en Australie par l'homme et qui ont connu une multiplication extrêmement rapide de leur effectif. De l'autre côté de ce continuum, on va avoir les éléphants par exemple. Les éléphants, ce sont des animaux qui se développent pendant très longtemps, avant d'atteindre l'âge adulte. Une fois qu'ils sont adultes, ils vont se reproduire quelques fois dans leur vie. À chaque fois, c'est un petit, et le temps de gestation lui-même est très très long. 1 an et demi, 2 ans. Ces animaux-là, s'ils perdent un petit, ces éléphants, s'ils perdent un petit, tout ce temps est perdu. Et il faut recommencer le cycle. Si c'est une souris qui perd un petit, ça fait partie du cycle. C'est prévu, on a un investissement parental qui est très 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 faible. Et c'est la même chose pour les poissons et le mode de reproduction des poissons avec la laitance dans l'eau, où on a des milliers de descendants, et à la fin, s'il en reste 2 ou 3 par paire de parents, c'est suffisant pour que la population se maintienne. Dans le cas des souris ou des poissons, cette stratégie, elle est payante parce qu'elle va permettre, quelles que soient les conditions, d'avoir quelques individus qui se développent. Ces individus ils vont se développer, souvent avec des petites variantes qui leur confèrent un avantage en termes de sélection naturelle. Ces petites variantes, si elles sont plus représentées de génération en génération, elles vont conduire éventuellement à la formation d'une nouvelle espèce qui va être en complète adéquation avec les nouvelles conditions. Et ça, c'est l'évolution en marche. De l'autre côté, les éléphants, c'est plus dur. C'est l'évolution en marche très très lente. Et si Parce qu'il faut 2 ans pour la gestation, Pour la gestation, il faut que la femelle trouve un mâle qui convienne, c'est très 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 compliqué. Et encore, il faut que le petit devienne adulte, donc on a un cycle de plus jusqu'à la prochaine procréation. Et ça, si les changements climatiques, environnementaux ou les éléments externes, ce qu'on appelle les facteurs extrinsèques, dont l'homme, ou des maladies par exemple, s'il y a quelque chose de nouveau qui intervient, à chaque fois, le jeu, il faut recommencer ce cycle-là. Et là, très très vite, ça va conduire à l'extinction de l'espèce. Donc c'est la stratégie des grands mammifères, c'est que depuis 10 000 ans, en présence de l'homme, avec l'expansion des effectifs humains, l'amélioration des techniques de chasse notamment, en fait, les grands mammifères se reproduisent très peu et ils sont extrêmement chassés. On parlait tout à l'heure de Buffalo Bill, tu peux peut-être mentionner cet exemple pour qu'on comprenne comment une espèce en vient à disparaître à cause de l'homme. Buffalo Bill, je pense que tout le monde connaît son exemple, c'est un gars qui était juste employé pour tuer des bisons. Et donc il a tué des bisons, mais des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des bisons sauvages en Amérique du Nord. Et ces pratiques-là, elles ont quasiment conduit à l'extermination d'une espèce en une décennie, tout simplement. Donc on a juste quelques individus qui sont capables d'avoir un rôle létal à l'échelle d'une espèce. Ça, c'est l'exemple absurde de ce qu'est capable de faire l'humain armé, sans la moindre idée des conséquences que ces comportements peuvent avoir, juste pour son propre plaisir.
Dans le même exemple des bisons, quelles sont les espèces qui ont vraiment connu une chute drastique des effectifs? Moi, j'avais en tête les baleines, les requins. Bon, c'est pas des mammifères, mais quelles sont les espèces particulièrement emblématiques qui ont vu leur effectif s'effondrer? Alors, dans les mers, effectivement, pratiquement tous les cétacés et les requins. Alors, les requins, soit qu'ils soient chassés, pêchés pour leur chair, soit, c'est le cas des petites espèces de requins, comme dégâts collatéraux des animaux pêchés ou à pêcher. Et là, à l'heure actuelle, il y a quelques espèces de requins, dont un que j'aime bien qui s'appelle Isogomphodon onxyrhynchus. Ce requin-là, il est tout petit, il fait 1,50 m à peu près de long. Il est endémique de la région qui est comprise entre les Antilles et la Guyane. Il y en a 250 individus actuels seulement dans leur population estimée. Donc ils sont en danger critique d'extinction et ils ne sont pas pêchés. C'est juste des dégâts collatéraux, des dommages collatéraux. Ils sont juste... ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment, dans les filets. On cherche à pêcher une espèce. D'autres espèces, et eux, ils sont dans les filets. Ils se retrouvent dans les filets. Sur les terres, les mammifères auxquels je pense le plus, c'est ceux pour lesquels j'ai le plus d'affection, c'est les rhinocéros. Les rhinocéros, dans l'histoire, c'est un groupe... alors aujourd'hui, c'est parmi les mammifères les plus rares, compte parmi les espèces les plus en danger. Les rhinocéros de Java, notamment, c'est une 50aine d'individus. En un seul endroit, qui est une réserve en Indonésie, qui s'appelle Ujung Kulon. Et donc, on a 50 individus, on est vraiment à la limite de la capacité de maintien de l'espèce, parce que la diversité génétique, elle est vraiment au seuil très, 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 très bas. En gros, ils sont consanguins ou pas loin, et si l'espèce se maintient, ça ne va pas être une espèce en très bonne santé. C'était l'espèce de rhinocéros moderne, la plus abondante et celle qui avait la plus grande aire de répartition géographique au XIXe siècle. Donc là, c'est vraiment un phénomène très très récent. Ça couvrait pratiquement toute l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Cette espèce-là, là c'est pareil, on a plus de crânes dans les musées de cette espèce-là qu'il ne reste d'individus dans le vivant actuellement. Les rhinocéros eux-mêmes, le groupe même, c'est 5 espèces aujourd'hui, 3 espèces en Asie et 2 espèces en Afrique. Mais le groupe des rhinocéros, c'est 250 espèces fossiles sur les 40 derniers millions d'années. Et parfois, dans des terrains beaucoup plus anciens, au même endroit qu'ils ont été exterminés dans les 2 derniers siècles, on pouvait avoir jusqu'à 9 espèces associées au même endroit. C'est complètement inconcevable. Oui. Ouais, on se rend pas compte parce qu'on a notre œil d'occidentaux qui vivons dans des mondes assez vides d'animaux, mais il y avait des hippopotames à Madagascar, il y avait des éléphants sur les îles grecques. En fait, il y avait une biodiversité aussi, il y a quelques millénaires, qui était foisonnante. Cette biodiversité des antiques ou préhistoriques, elle a toujours été foisonnante et elle est assez contre-intuitive parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a une vision qui est celle d'une instantanée. Pour nous, le référentiel, c'est l'actuel. Et moi qui suis paléontologue, je répète très très souvent, aussi souvent que je le peux, que l'anomalie, c'est pas le passé. L'anomalie, c'est l'actuel. Quand on a ce recul que notre connaissance de l'évolution de la biodiversité sur les derniers millions d'années nous permet d'avoir, en fait, c'est aujourd'hui qui est très bizarre. Pour renverser les imaginaires, les schémas mentaux, on peut se dire que par exemple la Creuse ou l'Ardèche, c'était des régions qui étaient aussi riches en termes de biodiversité que le Serengeti ou les grands parcs africains. C'est des images qui sont justes, même si elles sont un peu caricaturales. Alors, effectivement, c'est un petit peu caricatural, puisque là, on va se focaliser sur une biodiversité particulière qui est celle de la mégafaune, des animaux les plus emblématiques et les plus visibles dans un environnement. Mais la biodiversité, elle est plurielle. C'est-à-dire que le gros de la biodiversité, c'est invisible. C'est des micro-organismes, c'est des unicellulaires, c'est des animaux qui ne sont pas dotés de vertèbres ni de mamelles. La partie mammifère
de la biodiversité, elle a toujours été réduite par rapport au reste. Et ça, cette partie de la biodiversité invisible, elle est plus ou moins touchée. Elle est par ailleurs tout aussi touchée que la partie visible par les changements climatiques et par l'homme. Et on en parle quand même beaucoup moins. Tout à l'heure, je parlais des baleines. Moi, j'avais fait le compte à travers ce qu'avaient publié des chercheurs. Ils disaient qu'il y avait 2,89 millions de baleines qui avaient été chassées rien qu'au XXe siècle, que pour prendre, par exemple, des comparaisons avec aujourd'hui, 379 000 baleines bleues avaient été chassées et qu'il y en avait en gros aujourd'hui entre 5 et 15 000 individus. Ça veut dire qu'y compris en Europe, on avait des ports de baleiniers, les baleines entravaient parfois les bateaux pour sortir, qu'on voyait des marsouins remonter dans la Seine. Les archives historique nous montre quand même qu'il y avait, y compris en Europe, en Amérique du Nord, une biodiversité vraiment foisonnante. Ça, on le sait, c'est pas une extrapolation. Ah non, ça c'est sûr. Sur les 2 derniers ou 3 derniers siècles, on a un appauvrissement de certains éléments majeurs de la biodiversité, donc ces animaux de grande taille qui sont l'objet de l'entretien que nous avons en ce moment. Ces animaux, ils ont de toute façon soit disparu complètement, ils sont éteints, soit disparu localement, ils existent ailleurs, dans des réserves ou dans des zones où il y a moins de pression anthropique, ou, s'ils existent encore aujourd'hui, leur effectif, leur densité de population par kilomètre carré a considérablement réduit. Des saumons, il continue à y en avoir dans les rivières françaises, mais ils passent pratiquement inaperçus parce qu'ils c'est une densité ridicule, en particulier pour les formes sauvages. Parce qu'il y a des réensemencements, il y a des réintroductions. Ces réintroductions, on s'aperçoit qu'avec une certaine amélioration de la qualité des eaux, elle est possible, ce réensauvagement. Mais on est encore loin du compte, pour revenir à des niveaux comparables à ceux du Moyen-Âge, par exemple. C'est pareil pour, encore une fois, travailler les imaginaires. Mais par exemple, il y avait des bisons européens, et c'est une espèce qui a quasiment disparu, une espèce forestière, mais qui était assez nombreuse il y a quelques siècles. Ben oui, ça fait partie des rares éléments de la mégafaune qui n'ont pas encore, européenne, qui n'ont pas encore complètement disparu. Et heureusement qu'il en reste quelques-uns en Pologne et en Europe de l'Est en général, parce que sinon cette espèce-là aurait aussi fait partie du cortège des grandes exterminées. Donc la mégafaune, les grands animaux, ils ont des intérêts écosystémiques. On ne va pas réduire ces animaux au rôle qu'ils peuvent jouer dans l'environnement. En revanche, ils ont des intérêts écologiques, c'est-à-dire qu'ils ont des intérêts pour le fonctionnement des écosystèmes. Est-ce que tu peux, c'est une manière de présenter un peu théorique, mais est-ce que tu peux nous aider à comprendre le rôle qu'ils jouent sur l'environnement ? Alors, avec plaisir, et on va même aller du théorique au pratique. Ces éléments de la mégafaune, et en particulier les méga-herbivores, donc les herbivores de grande taille, arbitrairement au-delà d'une tonne, mais certains animaux de plusieurs centaines de kilos ont le même rôle, c'est ce qu'on appelle des taxons clés de voûte. Donc on voit bien la métaphore, hein, c'est une porte, quand elle perd sa clé de voûte, la voûte s'effondre. Donc ces animaux-là, quand ils ne sont plus là, quand ils ne sont pas en bonne santé, l'écosystème lui-même n'est pas en bonne santé. On appelle ça aussi des taxons ingénieurs. Ces taxons ingénieurs, c'est des taxons qui sont capables. Alors, les taxons, c'est n'importe laquelle des unités de la classification. Donc ce sont des espèces ingénieurs qui sont à même de façonner leur environnement. Tout simplement, et je vais rentrer dans le pratique là, un éléphant, il va manger beaucoup, tout le temps. Pourquoi il va manger beaucoup ? Parce que c'est un herbivore, que sa nourriture elle a un rendement calorique assez réduit, et que ce n'est pas un ruminant. Donc il a un rendement d'autant plus réduit. Donc il va manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme sa digestion n'est pas très efficace, il ingère des feuilles, des graines, et il va excréter des éléments de cellulose et les graines intactes, parce que les végétaux, ça fait longtemps qu'ils se sont adaptés à ces herbivores-là. Donc les graines sont à coque, costaud.
Et là, qu'est-ce qu'il va produire l'éléphant? Il va produire un kit de jardinier. Un jardinier autonome, un jardin ambulant. On va avoir les graines. Ces graines vont se retrouver dans les excréments qui sont humides, chauds et avec la fumure intégrée. Donc ça, selon le... C'est-à-dire l'engrais. Voilà, c'est l'engrais. Ces excréments-là, ils sont à même à minima, de maintenir un environnement avec un équilibre qui est à peu près celui du régime alimentaire de l'éléphant en l'occurrence. Si l'éléphant a un territoire de grande taille, on estime que en moyenne, ces animaux-là ont un rayon d'action, des méga-herbivores, de l'ordre de 5 km. Donc c'est un cercle de 5-5, ça fait 10 km de diamètre. Ça, c'est la zone dans laquelle on peut avoir un maintien actif de l'environnement juste par le biais de la nourriture et de l'excrétion de ces animaux-là. Donc là, on va avoir un maintien. A contrario, si ces éléphants ont un effectif trop élevé, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant grâce à des politiques assez efficaces de maintien des populations et de réintroduction des éléphants, quand les populations sont trop élevées, avec des densités trop élevées, là au contraire, ils vont ratiboiser l'environnement. Est-ce que tu as d'autres exemples? Parce que c'est vrai que l'exemple de l'éléphant est très intéressant, mais il peut, on peut se dire, ça marche avec les éléphants, ça marche pas forcément avec d'autres animaux. Est-ce que tu as d'autres exemples de fonctions écosystémiques d'animaux qui sont très importantes pour le maintien en bonne santé des écosystèmes? Les grands prédateurs comme les loups, par exemple. Les loups, quand ils sont dans un écosystème, ils sont très discrets, on ne les voit pas. On les entend un peu. Mais ils prélèvent essentiellement des animaux, des herbivores notamment, des proies qui sont malades ou qui ont, du point de vue évolutif, moins de chances de se reproduire. Et paradoxalement, ils vont conduire à un renforcement des capacités de leurs proies à se reproduire avec des animaux en pleine santé, en pleine bonne santé. Donc c'est des espèces qui, quand elles sont là, font leur travail mine de rien, sans le moindre signe. Et quand elles disparaissent, et c'est le cas c'est ce qui s'est passé notamment dans les grands parcs nord-américains, quand le loup a disparu, le loup gris a disparu, les écosystèmes ont commencé à aller de moins en moins bien. Avec des végétaux qui étaient moins ingérés par les herbivores, qui ne pouvaient plus les ingérer puisqu'ils n'étaient plus là, c'était plus les mêmes, c'était plus la même densité, plus la même capacité de maintien de la végétation. Donc les végétations ont considérablement changé. Comme la végétation a changé, les herbivores ont eux-mêmes changé, plus les mêmes. Et on a eu des dérèglements écosystémiques assez nets en cascade. Ça, c'est ce qui était observé et qui était hypothétiquement avancé par les chercheurs. Et depuis la réintroduction de ces loups dans les années 80, on se rend compte de ce que ces écosystèmes reviennent à un état naturel, enfin un état initial, donc il y a une résilience de ces écosystèmes, et qui montre à la fois la validité de l'hypothèse et le rôle de ces animaux. Il y a un sujet qu'on n'a pas forcément bien en tête, c'est que en fait, les grands animaux, notamment les grands mammifères du passé, ont une incidence très forte sur nos imaginaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en suivant des conférences que tu as données. C'est le cas du Yéti, c'est le cas des licornes, c'est le cas des cyclopes. Est-ce que tu peux nous raconter d'où viennent en fait ces légendes-là? Alors, ces légendes, c'est des légendes contemporaines, mais aussi des légendes anciennes, notamment les cyclopes. Les cyclopes, cette espèce d'individus ou de castes dotés d'un seul œil au milieu du front, en fait, c'est des éléphants. Ce sont des éléphants nains qui se sont retrouvés piégés sur les îles de Méditerranée et qui, vu la surface réduite de ces îles, sont devenus de plus en plus petits. C'est ce qu'on appelle le nanisme insulaire pour les formes habituellement de grande taille. Ces éléphants, ils se trouvent à avoir une énorme fosse nasale au milieu de ce qu'on appellerait le front s'il s'agissait d'humains. Et les Grecs antiques
étaient probablement pas très bons en anatomie. Et donc, ils ont très très vite fait l'amalgame entre ces crânes qu'ils ont dû trouver dans des grottes ou dans n'importe quel milieu des îles grecques. Ils venaient de disparaître, ces éléphants, et ils ont élaboré la légende des cyclopes. Pour ce qui est du yéti, le yéti, donc c'est un grand primate très velu, qui a vaguement l'allure d'un orang-outan. Ça tombe bien. En Asie du Sud, il y avait des orang-outans, des cousins des orang-outans géants, qui ont été décrits sous le nom de Gigantopithecus, le singe géant. Donc c'est un animal qui devait peser, selon les estimations, entre 200 et 400 kg. Donc c'est très 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 gros pour un primate sauvage. Ces gigantopithèques, ils ont disparu il y a quelques dizaines de milliers d'années, et peut-être plus. Et on pense qu'ils ont pu être à l'origine de la légende du Yéti par tradition orale. Alors, c'est rendu un peu difficile à croire ou disons que la véracité de cette hypothèse est battue en brèche par le fait que dans pratiquement tous les continents, on a une légende identique avec le Bigfoot, notamment le Sasquatch en Amérique du Nord, où on n'a pas de gigantopithèque. Donc il est possible que ce soit aussi une déformation liée à l'imaginaire humain que de savoir qu'il y a quelque chose d'anthropomorphe dans la forêt et que ça fait peur aux enfants et c'est très bien. Comme ça les enfants ils vont pas dans la forêt. La licorne, c'est autre chose. La licorne, c'est l'animal légendaire emblématique du début du XXIe siècle. Il n'y a pas un adolescent à qui la licorne ne parle pas. Donc c'est dans l'imaginaire collectif, c'est un cheval avec une corne sur le front. Blanc, si possible, le cheval. Dans la réalité, c'est probablement un peu différent, beaucoup moins glamour. La licorne, c'est très probablement le rhinocéros. Le rhinocéros d'Asie, il est doté d'une seule corne. Alors, c'est pas vraiment sur le front, mais en latin, le rhinocéros d'Asie, il s'appelle Rhinocéros unicornis. Or, la licorne, en latin, c'est unicornis. Ce qui est d'ailleurs donné en anglais unicorn, qui est le nom de la licorne. Plus récemment, et ces rhinocéros, justement, étaient connus de l'Antiquité latine, de l'Antiquité grecque, parce que quelques-uns des voyages qui avaient été faits du côté des Indes rapportaient l'existence d'animaux légendaires très puissants, avec une corne sur le front. Et certains rhinocéros ont même été transportés jusqu'à Rome, où ils ont été exposés dans les jeux du cirque. Mais plus récemment, il y a un animal qui a fait son apparition dans l'imaginaire qui s'appelle la licorne de Sibérie. Cette licorne de Sibérie, elle a eu pas mal de retentissement dans le médiatique ces dernières années. C'est un rhinocéros, là encore, éteint, qui s'appelle Elasmotherium sibiricum, l'élasmotère de Sibérie. C'est un animal qui s'est éteint il y a à peu près 30 000 ans. En tout cas, on en connaît jusqu'à il y a 30 000 ans. C'est un rhinocéros à peu près aussi gros qu'un mammouth et dont le génome vient d'être décrypté intégralement, génome de cet animal-là. Et on s'est rendu compte en décryptant le génome que c'était bien ce que les paléontologues en avaient dit, c'est-à-dire un cousin très lointain des rhinocéros actuels, contemporain des rhinocéros laineux, mais très éloigné, avec une divergence il y a pratiquement 40 millions d'années. Et avec une énorme corne aussi. Avec une énorme corne, et là pour le coup, vraiment sur le front. Cette hypothèse de corne sur le front, elle est elle-même débattue, puisque certains collègues considèrent que le dôme énorme, c'est un dôme de cette taille-là, qui est présent sur le crâne d'Elasmotherium, et qui laisse supposer, par analogie avec les crânes de rhinocéros actuels, qui ont des zones d'insertion de la corne sur le front pour les rhinocéros africains et le rhinocéros de Sumatra, ou seulement sur le nez pour les rhinocéros asiatiques. Ce dôme-là, il laisse supposer la présence d'une corne unique sur le front et d'une taille gigantesque. Mais plus récemment, des collègues russes
Vadim Titov notamment, ont estimé que c'était plutôt une caisse de résonance ou quelque chose qui pouvait servir à entrechoquer les crânes des mâles et qu'il n'y avait pas une grande corne. Alors j'y crois pas à cette hypothèse-là, mais tout le monde a le droit de faire valoir ses propres hypothèses quand elles sont soutenues. Dernière question, pour faire un parallèle avec les changements climatiques que l'on cause au climat aujourd'hui. Les changements climatiques actuels, on a vu que les changements climatiques du passé avaient eu une incidence très forte sur la disparition des espèces. Les changements climatiques actuels menacent directement la grande faune de la planète ? Alors, les changements climatiques actuels, on va parler en gros du dernier siècle ou des dernières décennies, effectivement, avec cet emballement de l'augmentation de la température à l'échelle globale, avec tous les effets collatéraux que ça va avoir sur l'augmentation des phénomènes extrêmes, que ce soit les sécheresses extrêmes ou les épisodes pluvieux extrêmes, on vient de le voir en Californie là, des vents extrêmes, tout ce qui est extrême là, c'est en train de se multiplier. C'est, à mon avis, le résultat de la concomitance de très nombreux facteurs. Un facteur climatique qui est astronomique et qui est naturel, effectivement, et qui est complètement accéléré, d'où l'emballement, par le fractionnement des habitats, le fait que la population humaine, elle s'est développée de manière exponentielle, avec des besoins eux-mêmes exponentiels, des besoins en termes de matériaux, des besoins en termes de nourriture, qui font que les environnements naturels sont en train de se réduire de manière extrêmement rapide. On bétonne aussi beaucoup. Et tout ce qui est urbanisation, ça génère des problèmes en cascade sur tout le reste de la biodiversité. On a parlé de la mégafaune, on pourrait parler des lombrics et de leur rôle dans le drainage des terrains. Donc tous ces événements-là, qui sont pour partie naturels et pour partie anthropiques, avec une augmentation du rôle anthropique malgré une prise de conscience très tardive, ça fait que la biodiversité qu'on connaît aujourd'hui, elle n'est probablement pas la biodiversité qu'on connaîtra dans un siècle. Et assurément pas celle qu'on aura dans 50 000 ans ou dans 1 million d'années. Parole de paléontologue. Avant de te laisser, est-ce qu'il y a une question sur ce sujet des grands mammifères qui te semble importante qu'on n'aurait pas abordé, ou alors un message que tu aimerais adresser aux gens qui nous écoutent ? Alors le message que je voudrais adresser, c'est un message à la fois fataliste et plein d'espoir. Ce message fataliste, c'est que la biodiversité, elle fluctue, et le quotidien de la vie, depuis plus de 3 milliards d'années, c'est les apparitions d'espèces. Ces espèces, elles vivent leur vie, elles disparaissent, et elles sont remplacées par d'autres qui jouent le même rôle. Nous, on est des observateurs de cette biodiversité, on est des observateurs éphémères. Ça fait quelques milliers d'années qu'on est capable d'avoir une réflexion, nous, sur la biodiversité, de plus en plus structurée, sur les dernières décennies, on va dire. Mais on est seulement de passage sur Terre. La Terre, elle va nous survivre, la biodiversité va nous survivre. Là, le gros enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que pour nous, être vivants, avec une espérance de vie limitée, d'humains, que la vie soit encore vivable d'ici à ce que nous-mêmes mourions ou nos enfants eux-mêmes meurent. Voilà. Qui vivent une vie heureuse. C'est ça que j'aimerais bien. Une vie avec des rhinocéros. Pierre-Olivier, un grand merci d'être venu dans le Green Eater Club. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, j'espère.